Bonjour à toutes et à tous, aux premiers participants qui nous rejoignent. Nous sommes ce matin en direct avec l'équipe d'EPA Marne EPA France et avec Jean-Baptiste Ray, le directeur général adjoint d'EPA Marne EPA France et son équipe, qui vont vous présenter le projet du territoire EPA Marne EPA France et la mise en œuvre d'un jumeau numérique territorial sur leur projet d'aménagement. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un premier tour de table des intervenants. Jean-Baptiste, si vous pouvez nous présenter les personnes qui vous accompagnent pour faire cette présentation. Oui, avec plaisir. Alors, je serai accompagné ce matin de Maud Janton, qui est notre directrice du pôle méthode et qualité et qui pilote la démarche globale BIM-SIM au sein des établissements publics EPA Marne et EPA France, et Sylvain Beaulieu, qui est notre directeur de projet numérique au sein de la direction stratégie et innovation. Donc, c'est vraiment les deux interlocuteurs principaux qui nous accompagnent dans cette démarche depuis maintenant plusieurs années. Très bien, merci. Bonjour à tous. On attend encore quelques minutes et puis on va démarrer. Donc, je vous rappelle le principe de ce séminaire c'est le deuxième de la série des grands entretiens du Smart Management. Avec ce matin l'équipe EPA Marne EPA France. Nous avions reçu le mois dernier le directeur des systèmes d'information et de l'innovation de l'agglomération de La Rochelle sur son projet de territoire zéro carbone et sur l'angle également de la contribution du numérique au territoire. Je vous rappelle que c'est la thématique, l'angle que nous avons choisi de mettre en valeur au travers de nos grands entretiens du Smart Aménagement, c'est comment le numérique va-t-il contribuer dans les processus métiers d'aménagement de la ville. Et donc là, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un territoire qui est assez en avance par rapport à cette dynamique, puisque cette démarche, ils l'ont entrepris depuis quelques années déjà. Et donc, il y a un véritable retour opérationnel sur cette mise en œuvre d'un jumeau numérique à l'échelle des projets d'aménagement. Et donc, nous aurons le plaisir à la fois de découvrir le territoire EPA Marne EPA France pour ceux et ceux qui ne connaissent pas ce territoire, et puis également, bien sûr, le projet d'aménagement numérique et la manière dont les équipes utilisent ces nouveaux outils pour piloter l'aménagement de leur territoire. Je vous laisse la main. Pour celles et ceux qui auraient des questions à poser, vous avez un chat, discussion, pardon. N'hésitez pas à poser des questions. Nous aurons un petit quart d'heure en fin de présentation afin que Jean-Baptiste Ray et son équipe puissent répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne conférence et l'antenne est à vous, Jean-Baptiste. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne vois pas qui est connecté, mais je suis ravi de faire cet échange ce matin sur notre démarche EPA Marne, qui a été engagée effectivement depuis 2015 au travers de conventions de partenariat avec le CSTB et le Master BIM de l'École des Ponts et de l'ESTP. Donc, on va faire cette présentation en 3 temps. Déjà, peut-être vous resituer ce que nous faisons sur Marne-la-Vallée au niveau en tant qu'aménageur public. Et ensuite, on vous déclinera notre stratégie numérique en repartant à différentes échelles, depuis l'échelle SIG Data jusqu'à la place du numérique dans nos projets urbains, sachant que pour nous, un projet urbain, ça peut être des projets d'aménagement de plus de 100 hectares ou de plusieurs milliers de logements à développer. Donc, c'est vraiment des grosses échelles de projets urbains que nous avons la chance de développer sur ce territoire. Et ensuite, dans un troisième temps, les travaux de recherche et développement que nous menons actuellement pour continuer à améliorer notre démarche et notre agilité sur la production d'indicateurs et la démarche que nous déployons avec nos partenaires publics et privés sur ces projets urbains. Tout d'abord, pour resituer pour ceux peut-être qui le savent pas, donc Marne-la-Vallée est à l'est de Paris. La photo que vous avez ici est une photo de 1972. Donc le périmètre que vous avez en jaune est le périmètre historique de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Dans le dernier secteur à droite, il n'y a rien, il n'y a que des champs. Il n'y avait pas encore le Val d'Europe et Disney
que certainement la plupart d'entre vous connaissent aujourd'hui. Il n'y avait pas l'autoroute A4. L'autoroute A4 est arrivée en 1976. Il n'y avait pas le RER A. Il est arrivé à Noisy-le-Grand à gauche en 77, puis ensuite Torcy en 80 et dans les années 90 sur le Val d'Europe Disney. Donc, on partait d'un territoire de 55 000 habitants, mais les 55 000 étaient constitués de 35 000 habitants à Noisy-le-Grand à gauche et 15 000 à Lagny-sur-Marne que vous avez ici. J'espère que vous voyez bien ma souris ici. Donc, tout le reste était des petits villages de 300, 500 habitants et le général de Gaulle avait décidé de lancer des initiatives de villes nouvelles en Île-de-France pour pouvoir rééquilibrer les profils démographiques de la métropole parisienne. Et c'est aujourd'hui une des villes nouvelles, alors même si elle ne s'appelle plus ville nouvelle, continue à être un territoire développé avec un établissement public d'aménagement qui a été créé du coup en 72. Donc on fête nos 50 ans cette année. Pour les trois secteurs que vous avez ici à l'ouest. Et ce quatrième secteur est développé avec un autre établissement public, EPA France, mais qui est constitué des mêmes équipes EPA Marne, EPA France, et qui, depuis les années 1987 exactement, développe l'aménagement du Val d'Europe et du secteur Disney via une convention de partenariat public-privé qui a été signée avec l'État français, Disney, la région Île-de-France, le département, la SNCF, pour pouvoir du coup développer ce secteur démographique. Donc aujourd'hui, bien entendu, 50 ans plus tard, on a à la fois élargi notre périmètre d'intervention, c'est-à-dire que le périmètre historique que vous avez ici s'est élargi au nord et au sud en 2016 au travers d'un décret d'élargissement de notre périmètre d'intervention. Donc nous sommes aujourd'hui un établissement public d'aménagement constitué d'un conseil d'administration à majorité collectivité, c'est important de le noter. On s'inscrit vraiment en partenariat étroit avec les collectivités parce que elles sont en capacité de bloquer un dossier au niveau du vote du conseil d'administration dès lors qu'elles ne sont pas complètement en phase avec nous. Et donc, ce qui nous amène à une certaine obligation de résultat dans un urbanisme négocié, dans une démarche partenariale très étroite avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, 44 communes. On a la chance d'accueillir prochainement 4 gares du Grand Paris Express avec la ligne 15 sud qui arrivera ici, la ligne 16 qui partira au nord. Et donc, ça représente aujourd'hui un territoire de plus de 600 000 habitants, 220 000 emplois. Ce qui est extrêmement important à noter, c'est qu'on a vraiment eu toujours cette volonté de développer un équilibre entre le résidentiel et l'économique. Et bien entendu, ce territoire connaît aujourd'hui une forte évolution à la fois démographique, mais aussi en termes de création d'emplois. Pour vous donner une idée, ce territoire accueille chaque année entre 4 000 et 4 500 nouveaux habitants et crée entre 2 000 et 2 500 emplois. Donc, on réussit à continuer à équilibrer ce territoire tout en lui offrant une certaine qualité de vie. On y reviendra tout à l'heure. Et avec une offre de transport assez intéressante. Avec donc le métro, j'en ai déjà parlé, le RER A qui existe déjà, le RER E qui existe déjà. Et au niveau des liaisons avec l'aéroport, on a notamment la ligne grande vitesse qui est ici, qui permet de relier le Marne-la-Vallée-Chessy sur le Val d'Europe avec Roissy-Charles de Gaulle en 8 minutes. Et ensuite, au niveau des axes routiers, on a l'autoroute A4, la francilienne, donc on est vraiment bien équipé. C'est un territoire extrêmement dynamique, j'en ai déjà parlé, et nous, on représente à peu près 2/3 de la production de logements sur ce territoire au travers de nos opérations d'aménagement. On a aujourd'hui une trentaine d'opérations actives, donc en phase opérationnelle, et une douzaine d'opérations en phase montage qui ont vocation à basculer en phase opérationnelle dans les 2-3 ans qui viennent. Hop.
Tout ceci constitue du coup de gros enjeux de développement, de gros enjeux de partenariat avec les collectivités. On a donc mis en place un programme d'ambition stratégique sur 5 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le PSO, projet stratégique opérationnel, donc, qui a été voté fin 2019 au sein des conseils d'administration et qui nous engage sur des ambitions à une échelle territoriale, mais aussi à l'échelle de projet, sur un certain nombre de défis que je vais vous présenter juste après. Notre territoire, pour définir justement ces différentes orientations stratégiques à l'échelle territoriale et à l'échelle de projet, a été réparti sur 11 périmètres géographiques, parce que bien entendu, on n'a pas les mêmes enjeux sur la polarité 1, qui est le secteur le plus dense de notre territoire, qui est le secteur le plus anciennement constitué, où là, on parle beaucoup de réhabilitation de friches, de recyclage urbain, d'intensification urbaine, plutôt que la polarité, par exemple, 8 et 10. Bon, là, on est toujours un peu sous la stratégie de schéma directeur des années 70-80, en opérant par extension urbaine, bien que nous déployons, nous urbanisons beaucoup moins aujourd'hui que ce qui était prévu, bien entendu, dans les années 80-90. Donc, on est déjà depuis quelques années orienté sur une politique de diminution de l'artificialisation des sols, et c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN. Donc, c'est pour ça que cette stratégie de territoire a été décomposée sur différentes polarités géographiques et on a négocié avec chacune des collectivités les ambitions qu'on pouvait afficher sur 5 années. Sur les défis, donc bien entendu le défi du climat pour réduire l'empreinte carbone du territoire. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de notre stratégie de la construction bois, qui est quelque chose d'initié depuis 2015 et qui constitue un fort volume chaque année dans notre construction. J'y reviendrai tout à l'heure sur la partie indicateur. La partie mobilité, bien entendu, bien qu'on ne porte pas la maîtrise d'ouvrage de projets de transport public, notamment, on reste quand même maître d'ouvrage sur la production de voiries et de pistes cyclables et on reste un gros facilitateur avec les différents partenaires publics et privés pour le développement de mobilité alternative sur ce territoire. Donc, ça fait vraiment partie d'un défi important pour nous et encore plus pour les collectivités. Un enjeu de cohésion sociale et territoriale pour faire en sorte qu'on continue à garantir une attractivité économique des centres-villes qu'on constitue et qu'on puisse offrir un parcours résidentiel complet sur ce territoire, sachant que l'avantage qu'on a en tant qu'opérateur public, c'est qu'on maîtrise les charges foncières, donc on maîtrise de fait le coût de sortie des logements et donc au travers des différents secteurs géographiques de Marne-la-Vallée, on peut garantir un parcours résidentiel complet depuis le foyer jeune travailleur, la résidence étudiante, le collectif social de différents niveaux, la résidence gérée, que ce soit pour des personnes âgées ou autres types de résidences, jusqu'à la maison individuelle. Donc, c'est quelque chose qui constitue aussi l'ADN du territoire. Sur l'enjeu santé, c'est bien entendu de travailler avec les promoteurs immobiliers qui développent avec nous ce territoire, ces enjeux, notamment sur le confort de vie, l'espace extérieur dans les logements, l'ergonomie des logements, la qualité d'air. Donc, c'est quelque chose qui fait aussi partie de notre démarche. Et puis, sur les espaces publics que nous menons en maîtrise d'ouvrage, bien entendu, en tant qu'aménageur, pour pouvoir gérer correctement les flux entre les piétons et les véhicules, offrir de l'espace vert à proximité immédiate de chacun des logements et bien entendu offrir des services, notamment des équipements propices à la santé dans la ville. Ensuite, l'enjeu nature, ça fait vraiment partie de notre histoire. En tout point de notre territoire, vous avez à moins de 10 minutes une gare de transport en commun ou une forêt pour se balader. Et donc, cette démarche-là est vraiment quelque chose qu'on a toujours conservé dans nos projets. On a la notion d'espace ouvert entre espace urbain, espace vert, espace agricole ou espace forêt. Donc, c'est quelque chose qui continue à vraiment faire partie de notre démarche d'aménageur sur chacune des opérations. Et ensuite, le défi innovation où chaque année,
on se pose la question de ce qu'on peut générer comme innovation sur nos projets, tant au niveau des espaces publics que sur la partie immobilière. Et si c'est inclus dans la partie immobilière, ça veut dire que c'est intégré dans les attentes des consultations de promoteurs immobiliers que nous lançons chaque année sur les différents secteurs de notre territoire. Tout ceci, bien entendu, mérite un suivi, une certaine rigueur de reporting vis-à-vis de nos équipes, bien entendu, mais aussi vis-à-vis des collectivités avec lesquelles nous travaillons et bien entendu au niveau de notre tutelle État. On est rattaché au ministère du Logement, mais on est également sous la tutelle de contrôle de Bercy. Donc, ça nécessite du coup de pouvoir être en capacité chaque année de remonter un certain nombre d'indicateurs. Et vous le comprendrez après, notre démarche BIMSIM est quand même en lien direct avec cette ambition de pouvoir générer de manière la plus agile, automatique possible sur les projets d'aménagement tous les indicateurs qui peuvent être remontés. Je ne dis pas que tous peuvent l'être, mais en tout cas, vraiment, on a la volonté avec Maud et Sylvain de faire en sorte que notre environnement outil et notre environnement méthodologique BIMSIM nous permettent du coup de travailler en très forte agilité pour faire en sorte qu'un certain nombre d'indicateurs de projet remontent et qu'ensuite d'autres indicateurs qui sont administrés par notre plateforme SIG et la base de données puissent également être générés le plus simplement possible. Donc là, bien entendu, je vous paraître assez loin du numérique, mais en fait, on y est très proche parce que tout ce qu'on fait au quotidien dans nos projets d'aménagement, tout ce qu'on négocie avec les collectivités, in fine, constitue un développement urbain, des enjeux de développement résidentiel, des enjeux de développement économique et des enjeux de développement d'espace public. Et tout ça est constitué autour de défis qu'on a stabilisés aujourd'hui et qui méritent de pouvoir être restitués chaque année en termes d'indicateurs de performance. Donc, au sein des EPA, on a différents indicateurs de suivi, des indicateurs d'aménagement sur les opérations immobilières, sur les espaces publics qu'on développe, sur les projets d'agriculture qu'on développe en lien avec le territoire dans le cadre de chacune de nos opérations d'aménagement. Bien entendu, on n'est vraiment pas dans une démarche d'urbanisation classique. Notre métier d'aménageur a énormément évolué depuis 10-15 ans. Donc aujourd'hui, le métier d'aménageur, c'est pas de bétoniser de la voirie et de faire du logement ou des coques d'entreprise. Bien entendu, c'est une démarche beaucoup plus large qui associe la notion environnementale, la notion paysagère et bien entendu les enjeux sociaux, de pouvoir faire en sorte que les habitants et utilisateurs de ce territoire se sentent bien sur leur lieu de vie et leur lieu de travail. On a ensuite des indicateurs de développement durable, donc sur la partie éco-construction, la sobriété énergie et carbone, c'est quelque chose qui a été engagé sur ces deux points-là depuis plusieurs années maintenant, je reviendrai juste après. Sur la partie gestion des terres, déchets également de nos projets et biodiversité. Et ensuite, les indicateurs de performance, vous retrouvez ici les 6 défis de notre projet stratégique opérationnel qui chaque année est suivi sur des indicateurs précis. Je vais aller vite, puis après on passe à la démarche numérique. Donc, par exemple, sur les indicateurs d'aménagement, sur les opérations immobilières, on est engagé sur les 5 années 2020-2024 à la production de 13 554 logements, dont 3 413 logements sociaux. On est toujours dans un ratio bien évidemment très équilibré. On reste un opérateur d'État, donc on est extrêmement engagé dans le respect de la loi SRU. Et également plus de 200 000 m² de bureaux, 100 000 m² de commerce, des hôtels et ensuite des zones d'activité. Sur les espaces publics, chose intéressante, on est un opérateur engagé dans la production de 215 hectares d'espaces publics sur 5 ans. Et ce qui est important à noter, c'est que sur ces 215 hectares, on ne minéralise entre guillemets que 67 hectares. Tout le reste est développé à dominante végétale, donc pour faire des parcs prairies, des espaces verts, des zones agricoles. Donc, ça fait vraiment partie de notre démarche d'aménageur. Et bien entendu, le développement des mobilités douces avec 34 km de réseaux cyclables nouveaux, en plus de ceux qu'on a déjà constitués dans chacune de nos opérations d'aménagement.
Sur les projets d'agriculture, on est également en partenariat avec les fédérations agricoles et les collectivités pour faire en sorte que chaque projet d'aménagement soit une opportunité de développer des ambitions d'agriculture, que ce soit vraiment à l'échelle très locale comme un jardin partagé en cœur d'îlot jusqu'à 55 hectares de développement d'agriculture bio qu'on va signer sous forme de bail agricole parce qu'on a du foncier qui est sous notre propriété et qu'on inscrit très durablement dans du développement agricole et en donnant du coup un engagement extrêmement fort au territoire de ne pas avoir vocation à urbaniser ces secteurs, en tout cas pas avant le moyen ou le long terme, donc ce qui veut dire que on est quand même dans une échelle de temps très, très large jusqu'à développer des cœurs agro-urbains au plein cœur d'une opération d'aménagement. C'est ce qu'on fait à Montévin-Chanteloup-Hongrie, par exemple, sur 19 hectares. On est vraiment là au cœur d'un écoquartier. On a lancé des appels à manifestation d'intérêt pour faire venir des agriculteurs qui portent un projet et qui sont ensuite au bénéfice de circuits courts pour pouvoir permettre aux habitants et aux utilisateurs du territoire de bénéficier de cette production locale. Donc ça, c'était donc sur la partie indicateurs d'aménagement. Et ensuite, on a les indicateurs de développement durable. Donc sur la partie, je vais passer rapidement, sur la partie éco-construction, donc on s'engage à intégrer des matériaux biosourcés ou géosourcés dans 50% de nos opérations immobilières. C'est vraiment un objectif qu'on tient régulièrement chaque année. Je prends l'exemple de l'année 2020, on a eu 83% de nos opérations résidentielles qui intégraient du matériau biosourcé et 25% de nos opérations économiques, ce qui fait près de 45 000 mètres carrés développés dans une démarche d'éco-construction, alors que 2020 n'était pas forcément l'année la plus propice à ça. Tout le monde se rappelle du contexte de l'époque. En sobriété, énergie, carbone, nous, la démarche RE2020 nous chahute pas trop parce qu'on avait anticipé depuis assez longtemps maintenant les seuils de performance sur la partie énergie et bas carbone. Et aujourd'hui, sur notre territoire, si je prends là encore l'année 2020, c'est la dernière année où on a des indicateurs qui ont été générés, on a 60% de la surface de plancher totale développée sur le territoire qui a été labellisée en plus et moins. Sur la partie gestion des déchets, on s'engage à valoriser au moins 30% des déchets de chantier. Et si je vous prends l'année 2020, par exemple, 33% des terres excavées de nos chantiers, EPAMARN et France, ont été valorisées sur site. Donc, c'est quelque chose qui réellement fait partie aussi d'une démarche je vais y arriver, démarche circulaire de gestion de nos chantiers, de nos déchets. Et ensuite, sur la partie biodiversité, là, on est dans une démarche, d'indicateurs, de pouvoir faire en sorte de démontrer que la construction ou l'aménagement d'un secteur peut être favorable à la biodiversité. Donc là, on travaille avec bien évidemment les indicateurs de l'ADEME pour pouvoir évaluer les coefficients de biotope de chacune de nos opérations d'aménagement. Au niveau des indicateurs de performance, là, on reprend du coup les 6 défis de notre projet stratégique opérationnel. Et donc, chaque année, on annonce sur chacun des défis des indicateurs de performance. Donc, par exemple, sur le défi climat, le nombre de logements en bois, on est depuis 2015 un opérateur qui a engagé 6 000 logements intégrant le bois dans le procédé constructif. Donc, on est de loin l'aménageur le plus engagé dans cette démarche de construction bois. Sur la partie mobilité, on donne un ratio de pistes cyclables de voiries nouvelles. Si je prends l'année 2020, par exemple, on a développé 200 mètres de pistes cyclables pour chaque kilomètre de voirie développé sur nos opérations. Et ce ratio passera à 1000 mètres, donc 1 km de piste cyclable pour 1 km de voirie à partir de 2024. C'est un objectif qu'on va tenir parce qu'on a une vision bien évidemment pluriannuelle de nos travaux sur les opérations d'aménagement.
Sur la cohésion sociale et territoriale, donc on donne des indicateurs en chrono d'urbanisme, hein, donc ce qui est en capacité d'être accessible à moins de 15 minutes à pied pour chacun des logements développés sur le territoire. Donc par exemple, sur les commerces et services, on a convenu avec les collectivités d'un échantillon de 12 commerces et services essentiels à la vie quotidienne. Et actuellement, on est à 11 commerces et services accessibles à moins de 15 minutes à pied sur chacun des logements développés sur le territoire. Donc, c'est un ratio qui est important à tenir et faire évoluer dans le temps. Exactement pareil pour le défi santé, où là, on a établi le nombre d'équipements de sport ou de services santé à proximité, à moins de 15 minutes à pied des logements. Et par exemple, aujourd'hui, on est à plus de 7 équipements de sport en moyenne autour de chacun des logements à moins de 15 minutes à pied. Et sur les 4 services santé essentiels, c'est-à-dire médecins généralistes, pharmacie, laboratoire d'analyse, hôpitaux et cliniques, on est à 3 services accessibles à moins de 15 minutes à pied pour chacun des logements développés sur le territoire. Enfin, les 2 derniers, l'espace vert et l'espace naturel. Donc, chaque année, on donne la distance de promenade accessible pour chacun des habitants sur le territoire à moins de 15 minutes à pied. Et donc, aujourd'hui, on sait dire que pour l'ensemble du périmètre EPAMarne-EPA-France, on est en capacité d'offrir 10 km de promenade autour d'un logement sur chacune des opérations d'aménagement que nous développons. Et pour vous donner l'indicateur sur le reste du territoire, c'est-à-dire incluant les secteurs que nous ne développons pas sur les 44 communes, on est à un ratio de 6 km. Donc, ce qui veut dire que chaque opération d'aménagement d'EPAMarne est quand même favorable au lien à la nature pour les habitants. Et ensuite, sur le nombre d'arbres plantés, un indicateur aussi assez intéressant. En 2020, on était à 1000 arbres plantés. Cette année, on sera à plus de 1500 arbres plantés, avec une ambition de planter plus de 12 000 arbres sur la période 2020-2024 de notre projet stratégique à 5 ans. Donc voilà, je suis passé très vite, mais ça me semblait important. Et puis, bien évidemment, les objectifs de la feuille de route innovation, comme par exemple lancer une opération zéro déchet ou gagner un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'État ou lancer une consultation totalement innovante sur un lot immobilier. Voilà, ça fait partie des objectifs qu'on peut intégrer dans une feuille de route innovation et qu'on communique chaque année au moment du MIPIM ou voire même avant lorsqu'il n'y en a pas. Donc, en gros, toujours sur cette période février-mars, on communique assez largement les ambitions innovations sur lesquelles nous nous engageons dans l'année à venir. Voilà, ça c'était vraiment la partie que je souhaitais mettre en introduction pour vous donner un petit peu la visibilité de ce que nous faisons déjà aujourd'hui en tant qu'aménageurs et pour vous expliquer du coup mieux la démarche qui nous anime sur la partie numérique. Sylvain, je te laisse du coup, donc Sylvain, notre directeur de projet numérique, je te laisse du coup nous présenter déjà l'environnement Data SIG que nous avons en place au sein des EPA. Oui, bonjour à tous. Voilà, quant à la présentation de cet environnement, effectivement, on est dans une démarche orientée autour de la data et du SIG qui est assez classique finalement, avec un système de gestion de base de données relationnelles hébergé sur un serveur. Tout ça est assez classique. L'idée, c'est de pouvoir relier les données entre elles, de pouvoir faire des exploitations agiles, souples, qui vont mobiliser différentes thématiques à la fois, etc. C'est assez classique, on va retrouver ça, j'imagine, chez beaucoup de collectivités, aménageurs, etc. Mais on a quand même quelques petites spécificités dont je vais vous parler. Alors, les thématiques primordiales, ou en tout cas celles les plus importantes sur lesquelles on travaille la data, évidemment, il y a tout ce qui est lié au foncier. Maîtrise des parcelles, des volumes, etc., de tout ce qui fait notre patrimoine. Il y a évidemment toutes les données liées au projet d'aménagement, que ce soit sur nos actes, les lots, les objets, les zones publiques et autres. Donc là, il y a un effort qui est mis sur ce point également. Et puis, on a des thématiques forcément qui interviennent
comme le logement, sur lequel on effectue une veille assez importante. On va parler aussi d'occupation du sol, dans le contexte aujourd'hui du ZAN qui émerge, tout ce qui est lié à l'agriculture, enfin, tout ce qui est lié au réglementaire. En fait, vous pouvez vous en douter un petit peu à travers tous les indicateurs que Jean-Baptiste a énoncés auparavant, toutes les thématiques liées au PSO, finalement, tous les indicateurs qu'il vous a montrés, la plupart peuvent être gérés ou sont gérés avec le système d'information géographique et la data. Les indicateurs sont forcément produits à partir de ça. Donc voilà pour le cadre général. Si je reviens juste un tout petit peu en arrière, quelques spécificités tout de même. C'est la volonté de généraliser quand même la composante SIG dans les data. Donc on va chaque fois chercher à trouver la composante géographique qui correspond à une data. Il faut voir aussi que nos projets sont majoritairement orientés vers l'interne dans un premier temps. Donc en fait, on met à disposition des outils de saisie, des outils de consultation, parce qu'en fait, c'est le cœur de la base de travail de nos directions opérationnelles. Hein. C'est vraiment sur ça qu'ils travaillent. Donc en fait, c'est leurs objets du quotidien. Donc ils sont amenés parfois à saisir l'information et puis ensuite à pouvoir l'exploiter. Donc on met en place des petites interfaces forcément de ce type-là. Par exemple, pour nos directions opérationnelles, qui est le chef de projet, vont pouvoir s'appuyer sur une base de données sur les lots, le juridique va pouvoir s'appuyer sur la base de données du foncier, la direction technique sur les remises en gestion, etc. Donc, c'est cette déclinaison des outils SIG en interne. Donc, il y a des interfaces qui permettent d'accéder aux données, mais on est en train aussi d'essaimer un petit peu des outils du type SIG, type de bureautique, qui commencent à être utilisés un petit peu. Et si chacun s'empare, je pense que c'est important dans la démarche data que chacun s'empare de plus en plus et devienne un petit peu, non pas expert, mais en tout cas utilisateur au quotidien de ce type d'outils. Une autre spécificité aussi, enfin, je ne sais pas vraiment si c'est une spécificité, mais on essaye de s'appuyer sur l'open data au maximum, parce que c'est notre rôle d'établissement public. Donc, on s'appuie dessus et on y contribue, notamment via OpenStreetMap. Voilà. Et puis, autant que faire se peut, on utilise l'open source, alors que ce soit pour nos outils développés ou pour les softs qu'on utilise. Alors, pour les spécialistes, par la partie SIG, on utilise PostGIS comme cartouche spatiale de la base de données ou QGIS comme logiciel de cartographie. Et puis une autre spécificité, une dernière, c'est l'articulation qu'il y a nécessairement entre le SIG et les utilisateurs d'AutoCAD qui sont nombreux dans notre métier. Et chacun sait que ces articulations ne sont pas forcément évidentes tout le temps. On a un outil spécifique autour du récollement qui nous permet de faire le lien entre les levées de géomètres et une base de données du système d'information géographique avec un outil complètement automatisé d'extraction de la base SIG vers des plans AutoCAD, toute une procédure avec des cabinets de géomètres agréés qui ensuite, eux, ont des outils pour contrôler leur production AutoCAD qui ensuite sont réintégrés automatiquement dans la base de données générale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point un petit peu particulier et je pense qu'on ne doit pas le retrouver. On ne doit pas le retrouver beaucoup ailleurs. Voilà. C'était un outil qui avait été développé spécifiquement pour l'EPA. Voilà, donc ensuite, sur cette slide-là, vous trouvez quelques illustrations de tout ce qu'on peut réaliser. Enfin, voilà, ça part un petit peu tout azimut avec le SIG. Donc là, il y a beaucoup d'interfaces, mais il y a aussi de la cartographie. L'idée, c'est de proposer des visualisations de données comme vous les avez à l'écran, mais on a aussi la possibilité de faire des exports pour nos prestataires, pour les collectivités, et nos partenaires, nos AMO, etc. Le point peut-être qui peut être intéressant à signaler sur cette slide, c'est le chrono-urbanisme. Donc, Jean-Baptiste, vous en avez déjà parlé tout à l'heure par rapport aux indicateurs de santé, de nature, etc. Mais ce qui me semble intéressant sur cet exemple spécifique, c'est que il reprend tout ce que je vous ai dit sur nos piliers, on va dire, c'est-à-dire que le chrono-urbanisme, c'est quelque chose qui est construit avec des outils open source, qui va utiliser beaucoup l'open data, pas que, mais beaucoup l'open data et OpenStreetMap, avec une récupération des infos et une alimentation de notre part, une mise à jour pour qu'on ait des données extrêmement fiables. C'est un outil, là, celui que vous voyez à l'écran, qui est orienté vers l'interne. En fait, c'est une interface de consultation pour nos collaborateurs. Voilà, on s'en sert notamment pour
mesurer nos projets d'aménagement et travailler sur la programmation, mais également pour alimenter nos indicateurs de PSO. Donc celui-là me paraît, sur cet exemple-là, assez significatif, mais vous voyez aussi qu'on s'en sert du SIG classiquement pour faire des cartes de communication, pour travailler sur les mobilités, la programmation foncière, etc. Voilà ce que je peux dire rapidement sur le SIG. Alors, bien entendu, lorsqu'on a initié toute cette démarche, Sylvain est arrivé maintenant, il y a quoi, 2 ans, Sylvain, de mémoire, j'ai un trou de mémoire là, tu es arrivé chez nous il y a 2 ans? Exactement 2 ans, oui. Donc, 2 ans exactement. Avant ça, on n'était vraiment pas aussi évolué sur la partie SIG. Donc, Sylvain, dans son rôle de directeur de projet numérique, nous a vraiment permis d'accélérer toute cette dynamique. La démarche BIM-SIM était, elle, engagée depuis 2015, mais pour être transparent avec vous, on n'avait pas vraiment fait le lien entre la démarche data SIG et la démarche BIM-SIM. Tout ça a été un petit peu artisanal à l'époque. Donc là, on est vraiment aujourd'hui en train de professionnaliser du coup le lien, la gestion de la data dans ses différentes composantes territoriales et la manière de la restituer sous forme d'indicateurs ou sous forme d'outils pour nos équipes projets, bien entendu, mais aussi pour nos partenaires. Nous, on a voulu développer une démarche BIM-SIM vers un usage assez opérationnel et qui, du coup, permet d'avoir une cohérence de gestion de la donnée sur ces différentes échelles territoriales. Donc, la partie data et SIG via les modélisations existantes du bâti, des réseaux, des photos aériennes qu'on peut avoir, les données territoriales qu'on modélise également au niveau des PLU, des programmations de ZAC, les différentes données environnementales qu'on récupère également, ou les différents relevés de l'existant qu'on peut avoir au travers des opérations d'aménagement, nous permet quand même de constituer une démarche BIM-SIM assez pragmatique, assez opérationnelle sur nos différents projets et nous dans des objectifs qui peuvent être différents. C'est-à-dire on peut utiliser la maquette BIM-SIM sur nos opérations comme outil de communication, comme outil de contrôle, bien entendu dans notre rôle d'aménageur pour contrôler le respect de la programmation, le respect réglementaire des opérations qui s'y développent, pour pouvoir générer des indicateurs, je l'ai dit, et puis bien entendu pour nous permettre de simuler des opérations, différents scénarios d'opérations pour aller à la décision, à l'arbitrage des collectivités pour nous permettre ensuite de dérouler le processus opérationnel. C'est aussi un outil de coordination, c'est-à-dire que la maquette BIM peut aussi nous permettre de maîtriser les différentes interfaces sur des projets assez complexes. Je prends l'exemple, par exemple, de quartier de gare du métro, du Grand Paris Express. On est vraiment dans un jeu d'interface extrêmement complexe entre les opérateurs de transport, les opérateurs immobiliers et notre rôle d'aménageur, sans parler bien évidemment du rôle des collectivités et de leurs gestionnaires réseau, notamment, qui sont en interface avec tout ça. Et puis ensuite, un objectif de gestion et d'exploitation de la donnée, parce que, bien évidemment, là, je pense que la plupart d'entre vous le sait, mais notre rôle d'aménageur s'inscrit dans un temps qui peut être un temps long, bien entendu, sur 20 à 30 ans, mais qui, in fine, représente quelque part un intermédiaire entre l'avant et l'après d'un développement urbain, et donc la remise en gestion est faite auprès de la collectivité et il va y avoir ensuite une rétrocession, une revente des espaces publics qu'on a développés à la collectivité. Donc, in fine, quand même, le plan de gestion de ces espaces et le coût de fonctionnement de ce qu'on a développé est supporté par la collectivité. Donc, bien entendu, nous, en tant qu'aménageurs, on doit être extrêmement à la fois sensible à l'optimisation de ces coûts, mais on doit également permettre à la collectivité d'avoir un niveau de fiabilité et de complétude de données beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait avoir il y a encore 10 ou 20 ans lorsque les outils ne nous permettaient pas de le faire avec autant de rigueur. Là. Donc, c'est vraiment, ça nous semblait très important de vous donner du coup notre vision sur la manière dont on va créer du lien assez naturel entre une démarche territoriale SIG et une démarche très opérationnelle BIM-SIM sur les opérations d'aménagement pour aller ensuite vers
la collectivité pour lui permettre du coup d'avoir une capacité de visualisation des projets, de pouvoir maîtriser dans le temps les données de programmation qui ont été développées et ensuite d'avoir une capacité à établir son plan de gestion des espaces publics qu'on lui aura rebasculé en gestion et ensuite en propriété et d'appréhender les coûts de fonctionnement à long terme de ces espaces. Baptiste me permet d'intervenir. Il reste plus que 10 minutes avant la session de questions. Ouais, ça va aller. Ouais. Mais très vite alors. Ouais. Très vite alors, pour illustrer ce besoin de convergence entre le SIG et la 3D, en fait, pour expliquer simplement qu'on a des données 3D, donc les maquettes numériques, mais aussi les données qui sont issues du récollement des levées de géomètres dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont aussi en 3D. L'enjeu, c'est de les intégrer dans le système d'information pour pouvoir croiser toutes les données, donc à la fois celles qui viennent de la 3D puis celles qui viennent du SIG éventuellement. Donc là, on a des outils qui permettent d'intégrer les maquettes dans les bases de données, concrètement. Et puis, l'enjeu, c'est de construire les moteurs de requête 3D qui vont permettre d'interroger tout ça de manière à pouvoir sortir des indicateurs, des outils et des interfaces pour visualiser, pour pouvoir alimenter les différents besoins de départ. Très rapidement, je ne sais pas s'il y aura des questions, on pourra parler de la partie technique, mais voilà. Ça fera peut-être l'objet de questions, Sylvain, du coup, sur la partie technique. Voilà. Donc, Alain, tu parlais en début de séance de la notion de jumeau numérique. Il est important de noter que pour nous, en fait, cette notion de jumeau numérique s'inscrit plus dans une orientation stratégique. On n'est pas, nous, dans l'élaboration d'un jumeau numérique pour exploiter des espaces. On est vraiment dans un rôle d'aménageur. Donc, on a besoin, du coup, de toute cette modélisation numérique pour pouvoir mieux concevoir nos projets d'aménagement, mieux articuler l'espace public et les constructions, intégrer le neuf dans du tissu urbain existant, fiabiliser les données, maîtriser des coûts de fonctionnement, bien entendu, mais on n'est pas, bien entendu, à la place des collectivités qui ont, elles, un enjeu de constituer un enjeu numérique, un jumeau numérique dans une vocation réglementaire et d'exploitation d'espaces publics. Donc, on est vraiment, nous, uniquement sur cette partie-là, dans un lien entre l'usager actuel, la collectivité et l'usager futur d'un territoire. Nos maquettes BIM, donc là je prends l'exemple de la maquette de Descartes, qui est un projet de plus de 150 hectares sur Champs-sur-Marne et Noisy-le-Grand. On est là vraiment au sein du campus universitaire Descartes avec 15 000 étudiants, 350 entreprises dédiées au secteur essentiellement de la ville. Donc là, notre maquette numérique, le socle numérique qu'on a développé avec Maud et notre maîtrise urbaine nous permet aujourd'hui de générer des indicateurs de manière automatique dès la phase avant-projet sur les surfaces dominantes végétales qu'on génère et le type de surface qu'on a généré. Pareil pour la partie végétale, pareil pour la partie minérale, de pouvoir du coup faire le lien entre l'état existant et conservé et l'état futur de ce qu'on a à construire sur le projet, et ensuite de bien identifier les différents types d'objets qu'on a sur cette opération. Et là, ça nous donne quand même une fiabilité de données qu'on n'avait pas clairement avant lorsqu'on faisait nos opérations avec une maîtrise d'œuvre qui n'était pas outillée en BIM-SIM. Ces différents indicateurs ensuite sont générés sous forme de reporting beaucoup plus pédagogique qu'on peut ensuite utiliser pour des actions de communication. Et donc, c'est vraiment cette base-là de démarche en disant je fais un avant-projet avec une maîtrise d'œuvre urbaine, ça me permet bien sûr de mieux fiabiliser la conception d'un projet, de mieux la partager, de mieux la simuler avec les collectivités, mais également d'être en capacité de sortir des indicateurs pour mieux faire comprendre la performance de l'opération d'aménagement qu'on développe. On est vraiment juste presque à la fin. Chose importante aussi, notre rôle d'aménageur, il n'est pas uniquement visible dès la phase de maîtrise d'œuvre pour la production d'un avant-projet. Nous, on est depuis 2016 très engagés dans la concertation numérique de nos opérations. Donc là, c'est vraiment en amont
de la maîtrise d'œuvre urbaine. On a commencé à le faire en 2016. Ça a même été labellisé. On a eu un trophée Finbact cadre de vie en 2017 sur un parc urbain de 15 ou 16 hectares où là, on a développé une concertation numérique avec une programmation, avec des objets possibles. Et donc, on a eu plus de 2000 connexions sur le site qui avait été créé pour ça. Chaque utilisateur avait un crédit et ensuite permettait de faire des choix de programmation. Et donc, par exemple, je sais pas, moi, un mobilier urbain, ça peut être 5 crédits, un skatepark, ça pouvait être 300 crédits. Et donc, ça nous a permis, au travers des différents choix qui ont été majoritairement remontés dans ces connexions, de constituer un cahier des charges citoyen qui a été annexé au dossier de concours de maîtrise d'œuvre urbaine pour élaborer le parc. Et le parc, qui aujourd'hui va être livré cet été, intègre dans sa programmation les éléments prioritaires qui ont émergé de cette programmation. On l'a fait aussi en 2018 à une échelle plus large, donc à l'échelle d'un quartier nouveau de 370 logements, qui incluait d'ailleurs une grosse part de logement social parce qu'on est dans une ville carencée. Et donc là, l'enjeu, c'était de concerter les habitants qui habitent dans un tissu pavillonnaire. Hein, donc, venir implanter un projet de 370 logements collectifs, ça constitue un enjeu extrêmement fort de concertation entre la maire, nous et les habitants. Et donc, on a fait exactement la même démarche. On a lancé cet outil de concertation numérique qui était d'ailleurs en capacité de simuler les différents effets du projet urbain sur la question des trafics, sur la question des services et commerces qu'on pouvait permettre d'implanter en rez-de-chaussée d'immeubles. Sur la partie espace vert aussi, de pouvoir mieux expliquer ce que cette opération allait apporter en termes d'aménités urbaines. Et donc, ça nous a permis aussi de constituer un cahier des charges citoyen qui a été annexé au dossier de maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre sur ce projet, c'est l'agence Nicolas Michelin. Et donc, Nicolas Michelin a travaillé la conception de son projet sur la base de ce cahier des charges citoyen. Et on est en train de le faire à une échelle plus large pour pouvoir travailler avec le territoire dans une vision Marne-la-Vallée 2030. Et là, on va travailler avec des élèves de collège. On va aller dans 8 collèges du territoire répartis dans différents secteurs géographiques pour pouvoir travailler avec cet outil de Serious Game et de pouvoir faire émerger les attentes de nos plus jeunes acteurs du territoire sur ce qu'on veut de ce territoire en termes de mobilité, d'activité, de commerce, pour l'emploi, pour le lien domicile-travail, pour la thématique du vieillissement. Voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et qui va se déployer sur 2022-2023. Dernière partie, et on sera du coup pile dans le timing. Donc là, je reprends la démarche globale entre l'existant, les projets d'espace public qu'on développe, les opérations immobilières développées par les promoteurs. En amont, la démarche de concertation. Et pour nous, en fait, au niveau des établissements publics, ça constitue notre démarche numérique globale, depuis le SIG jusqu'à l'opération d'aménagement et la génération d'indicateurs, en passant par une concertation en amont du territoire. Maud, je te laisse juste finir avec un exemple de 2 projets de recherche et développement que nous menons en cours pour justement continuer à améliorer cette démarche numérique en tant qu'aménageur sur nos projets. Oui, merci Jean-Baptiste. En effet, 2 minutes. Donc, par rapport à cette démarche complète et complexe qu'on vous a présentée sur le numérique, il s'agit vraiment de mettre l'accent et vous montrer en fait comment on intègre toute cette démarche. 2 zooms, l'un sur un outil qu'on est en train de mettre en place qu'on a appelé le simulateur coût global. L'enjeu, on l'a vu tout à l'heure, c'est d'appréhender en fait avec les collectivités les coûts de gestion et d'entretien des espaces publics que nous réalisons et que nous remettons en gestion. Et donc là, c'est vraiment au travers de l'outil numérique, une petite calculette qui extrait les données de la maquette numérique BIMSIM via des données SIG, on croise tout ça. Je rentre pas dans les détails, on pourra rentrer tout à l'heure. Et on s'appuie sur un travail aussi d'une thèse qui a été fait en interne par Mathieu Bessy, puisque le PA est partenaire du master BIMSIM. Donc on est là sur une mise en place d'un outil qui permet de visualiser et de calculer et de mesurer l'impact coût global des aménagements que nous réalisons sur les espaces publics.
Deuxième exemple, c'est sur la partie plus réglementaire de contrôle, toujours en lien avec le collectivité et les opérateurs sur lesquels on travaille. Il s'agit de fiabiliser les opérations de construction, mais aussi de fiabiliser toute la procédure avec les services instructeurs et les collectivités. On est là en fait sur anticiper aussi toutes les démarches qui animent aujourd'hui les collectivités sur la dématérialisation des procédures de demande de droit des sols, et on est là sur une digitalisation en fait des règles d'urbanisme qui vont être intégrées dans la maquette numérique et qui vont permettre de vérifier, de contrôler en direct à l'appui d'une visualisation 3D des opérations, mais aussi de toute la data qui est intégrée dans ces outils BIM-SIM, de pouvoir vérifier et contrôler en direct la conformité du projet avec les règles d'urbanisme. Voilà, j'ai fait très vite pour rester dans les timings. On est pile poil. Ouais, si, on est bon. 38 minutes. Désolé de vous avoir rushé, mais c'est un peu la règle de ce format de webinar qui doit tenir en 1 heure parce que les gens ont d'autres rendez-vous après et on voulait laisser un tout petit temps pour les questions-réponses. Donc, je dis à tous nos auditeurs, nos auditrices, que ce webinar sera disponible en replay, donc vous aurez l'occasion de pouvoir le revoir. Les derniers passages qui étaient fort intéressants, désolé Jean-Baptiste, j'étais un peu rushé, donc je vais passer très vite, mais il y a beaucoup de matière. Le support sera également disponible pour le consulter. Et donc, tout de suite, si des gens ont des questions, voilà, c'est à vous. Il faut re-switcher vos micros en mode on et puis nous poser, qui veut poser la première question? Alors là, il y avait déjà une question qui était posée sur le fil de discussion par Valentine. Est-ce que cette démarche qu'on présente un surcoût sur nos projets et est-ce que du coup le surcoût est répercuté sur nos charges foncières? Donc, tout d'abord, il faut être un petit peu transparent. En 2015, lorsqu'on a imposé le BIM dans les opérations immobilières au moment des consultations de promoteurs, c'était quelque chose de très nouveau pour les promoteurs. Ils avaient d'ailleurs la crainte d'écarter certains architectes qui n'étaient pas outillés en BIM. Et donc, à l'époque, on a permis de l'association d'AMO BIM avec certains cabinets d'architectes qui n'étaient pas outillés parce qu'on savait à l'époque que pour un cabinet d'architectes, s'outiller en BIM, c'était l'environ de 100 000 euros. Et donc, c'était pour certaines agences quelque chose qui était inenvisageable. Nous, au niveau de l'établissement public, bien évidemment, hein, ça a constitué une démarche qui a généré de l'équivalent du temps passé de nos collaborateurs, qui a généré des conventions de recherche avec le CSTB. Chaque année, on est partenaire du Master BIM, donc on paye un master pour un de nos salariés ou une de nos salariés sur des thématiques qu'on définit ensemble chaque année. Ça n'a pas été un enjeu tel que ça a eu une répercussion sur nos charges foncières. C'est-à-dire qu'on a su l'intégrer dans nos charges de fonctionnement au niveau des EPA. Chose importante aussi, nous, on est un établissement public d'aménagement, donc on n'est pas régi systématiquement à un traité de concession d'aménagement. Nous, on prend les opérations d'aménagement à notre initiative propre. Donc, c'est-à-dire qu'on gère l'intégralité des risques en recettes et en dépenses sur une opération d'aménagement. Donc, tout ça, si vous voulez, tous ces coûts, entre guillemets, de convention et d'implication dans la démarche BIM-SIM a été noyé quelque part dans les coûts de fonctionnement des 30 opérations d'aménagement qu'on avait en phase opérationnelle. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas eu d'impact sur nos charges foncières. Comment transmettez-vous le BIM exploitation à la collectivité locale? Bonne question de Jean-René, c'est vraiment un enjeu pour nous. On a eu un test avec Maud en 2016 de faire une expérimentation de la dématérialisation de l'instruction d'un permis de construire en BIM. Ça a été vraiment quelque chose d'absolument passionnant à vivre. On va pas vous dire avec Maud qu'il y a eu un résultat extrêmement clair de cette démarche parce qu'on avait un problème, qui est d'ailleurs toujours le problème aujourd'hui, c'est que les collectivités ne sont ni formées, ni outillées pour pouvoir appréhender une instruction d'un permis de construire, et encore moins les services de l'État, parce que sur certains secteurs de notre territoire,
on est en opération d'intérêt national, donc ce qui veut dire que l'instruction des permis de construire se font également avec les services de la DDT, de l'État local, entre guillemets. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de vraiment de travailler. On va notamment lancer en 2022 avec nos collectivités qui s'impliquent le plus fortement sur le BIM, c'est-à-dire par exemple Villiers-sur-Marne, Champs-sur-Marne et Bussy-Saint-Georges, là dans une vraie démarche d'accompagnement pour pouvoir du coup permettre d'appréhender les socles numériques et toute la data qu'on peut récupérer. Il n'y a pas un degré d'urgence, donc c'est pour ça qu'on est assez serein, parce que les opérations sur lesquelles est positionné aujourd'hui le socle BIM-SIM est quand même vraiment encore en phase opérationnelle. On n'est pas du tout au bout de l'opération d'aménagement, donc on n'en est pas vraiment encore au stade de rebasculer en gestion toute la data qui a été générée. Donc, on a vraiment du temps, on a quelques années devant nous pour pouvoir accompagner progressivement les collectivités dans cette reprise en main d'outils numériques et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte de data ou de l'utilité de tout ce qu'on aura développé. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment en tête, mais on est quelque part, on a l'opportunité de le faire sur 3 à 5 ans. Là, donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mener de manière sereine. Alors, voilà, ça, c'est les questions que j'ai vues dans le fil de conversation. y a-t-il d'autres questions? Alors, moi, j'en ai une pour vous, Jean-Baptiste. Donc, on voit que vous avez quand même consenti un effort assez conséquent pour mettre en place cette démarche. Elle ne s'est pas inventée du jour au lendemain. Il y a eu des investissements en compétences, en ressources et une volonté de faire également. La question, elle est simple pour des aménageurs ou des collectivités à plus petite échelle qui souhaiteraient suivre cette démarche. Quel est le niveau d'effort à consentir? Est-ce que c'est finalement accessible à plus petite échelle? Vous êtes un grand EPA, donc forcément, vous avez des moyens, des enjeux qui ne sont pas forcément l'enjeu de toutes les sociétés publiques d'aménagement ou les… Oui. Alors, si vous voulez, nous, on a vraiment une conviction au niveau des EPA, mais une conviction extrêmement forte, c'est que le métier d'aménageur ne doit plus avoir de sens aujourd'hui à réfléchir uniquement sur de l'investissement sans prendre en compte les coûts de fonctionnement pour la collectivité de ce qu'on développe. C'est-à-dire que ça n'a strictement aucun sens de se focaliser uniquement sur le bilan aménageur qui constitue finalement uniquement la partie investissement du projet, sans prendre en compte ce que la collectivité va devoir assumer sur les coûts de fonctionnement sur les 10, 20, 30, 50 années qui vont suivre le projet d'aménagement. Nous, on pense, en tout cas, c'est ce qu'on constate, que les différents cabinets, les différents bureaux d'études, les urbanistes sont quand même aujourd'hui de plus en plus habitués à rentrer dans cette démarche numérique. On le constate. Moi, je vois, je préside le conseil d'orientation du Master BIM, qui est constitué vraiment de partenaires très diversifiés depuis l'entreprise jusqu'au Facility Manager. On voit quand même que cette démarche aujourd'hui rentre un peu dans les us et coutumes. Et moi, je pense qu'une collectivité qui, du coup, de plus petite taille, qui n'est peut-être pas aussi outillée, n'a pas forcément besoin de rentrer dans une démarche data ICG aussi forte que celle qu'on mène nous à l'échelle de 44 communes. Mais par contre, mener une démarche BIM-SIM dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre urbaine pour développer un projet d'aménagement qui doit servir à mieux faire comprendre à la collectivité ce qu'elle devra assumer en coût de fonctionnement futur et donc du coup de pouvoir arbitrer au moment de l'avant-projet, est-ce que je fais des réseaux enterrés ou est-ce que je fais une noue paysagère ou est-ce que comment je gère le zéro rejet d'eau pluviale sur mon projet d'aménagement. Pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu, si vous voulez. Donc, nous, on pense qu'aujourd'hui, le marché est en train de se structurer au niveau du BIM-SIM. Au niveau des maîtrises d'œuvre urbaines, la compétence est en train d'être organisée. Et donc, du coup, ça peut permettre à la petite intercommunalité, parce que de toute façon, la petite ville n'a pas la compétence aménagement, c'est au niveau de l'intercommunalité que ça se joue. Et donc, nous, on pense que même si l'intercommunalité n'est pas outillée avec une méthode, une démarche, des outils data SIG extrêmement évolués, au moins sur une opération d'aménagement, ils sont parfaitement capacités de s'appuyer sur une maîtrise d'œuvre urbaine qui permettra la génération d'un socle numérique et des arbitrages sur les coûts globaux. Pour être parfaitement transparent avec vous, on vous a montré aujourd'hui ces 2 projets de recherche et développement parce que c'est pour nous les axes prioritaires vers lesquels un manager doit aller. Un manager, il doit
aller vers le sujet de l'instruction des permis de construire, les règles de PLU, et il doit aller vers la notion de coût global de fonctionnement, parce que la collectivité doit savoir sur 50 ans ce que va lui coûter son projet d'aménagement au niveau des espaces publics. Très bien, merci pour cette réponse extrêmement claire. Je crois que le temps est passé. On va prendre la dernière question dans le chat. C'est sur le logiciel. Quel logiciel utilisez-vous pour le projet de concertation numérique BIM? Il y a 2 questions, donc je vais aller très vite. Donc, c'est un outil qu'on a développé. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de sonner. Attendez. Juste pour la partie concertation numérique, c'est en fait un outil qu'on développe avec une start-up qui s'appelle 1001 rues, qui a été d'ailleurs on a été leur premier client en 2016 lorsqu'on a démarré l'initiative sur le parc urbain de Céris. Et donc, on développe cette démarche avec 1001 rues qui, pour chacun des projets, reprend en fait le développement de cette démarche pour pouvoir mettre en place le site internet, les outils de simulateurs et de pouvoir mettre en place l'organisation des recueils de données, des projets exprimés et de faire en sorte de compiler in fine le cahier des charges citoyen. Donc la réponse, il n'y a pas une réponse prédéfinie, c'est pas un logiciel qui existe, c'est une démarche de partenariat avec une start-up qui nous accompagne sur ces projets. Et il y avait une dernière question, après on arrête, du coup, j'ai compris, Alain. EPAMARD peut-elle orienter les promoteurs vers une démarche R2S dans les zones urbaines? La réponse est oui. D'ailleurs, Alain, tu le sais, via la commission aménagement de SBA, on a aussi vocation à aller vers une démarche R2S sur l'aménagement. Aujourd'hui, en tant qu'aménageur, on définit dans les cahiers des charges de consultation des promoteurs l'ambition qu'on souhaite donner à chacune des opérations. Donc, R2S peut effectivement être une ambition à donner sur une opération. C'est quelque chose de tout à fait possible. Merci Jean-Baptiste, merci à l'équipe EPAMARD, EPA France. C'est effectivement notre ambition à la SBA d'aller dans cette direction. On a souhaité cette année partager avec vous des projets remarquables, justement pour montrer que c'était possible, et pas uniquement théorique, mais effectivement, l'objectif est à terme de pouvoir construire cette démarche R2S à l'échelle des zones urbaines. C'est l'objet de la commission Smart Aménagement, dont Jean-Baptiste est coprésident, avec Catherine Moulin qui était présente à cette conférence. Et donc, on reprendra, une fois qu'on aura compilé tous ces beaux exemples, ce travail sur la base de projets concrets et réalistes. Voilà. Je crois qu'on a dépassé de 3 minutes le temps. Merci d'avoir joué le jeu, de nous présenter votre territoire et votre projet dans ce temps court. Encore une fois, merci à l'ensemble des participants. Les présentations et la vidéo sera en replay sur notre site. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau grand entretien. Ce sera le 9 mars au matin, 9h30, 10h30. Et jusqu'à là, portez-vous bien. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.